maintenant un petit temps de questions-réponses avec les participants au Topics. Donc, vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet questions-réponses situé en bas de votre écran et je sélectionnerai les questions les plus pertinentes à poser à Catherine. Alors, donc, première question qui nous vient, spectateur anonyme. Vous avez mentionné la pornographie. Considérez-vous la pornographie nocive encore aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons de nos jours le recul de savoir que ce n'est pas la réalité, ce qu'on voit à l'écran? Alors, c'est une très bonne question et merci parce que, en effet, nous ne sommes pas des imbéciles, nous savons très bien que ce n'est pas la réalité. Ok. Ceci étant, parce que nous avons l'âge que nous avons, vous avez l'âge que vous avez, donc vous avez le recul nécessaire. Ceci étant, à quel âge avez-vous découvert la pornographie? Qu'est-ce qu'elle est venue bousculer, le cas échéant, de votre petite enfance, où vous n'étiez peut-être pas encore adolescent, puisqu'aujourd'hui, il est difficile pour des prépubères d'échapper eux aussi à la pornographie, puisqu'elle vient vous chercher par le biais des écrans notamment. Donc, vous pouvez savoir en tant qu'adulte que ce n'est pas la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas impacté votre lecture de la sexualité, votre lecture de votre virilité ou de votre féminité, de votre position de fille ou de votre position de garçon. Ça, c'est pour le avant. Mais pour le présent, elle est aussi, elle vous a permis de ne pas faire, elle vous a économisé un chemin. C'est-à-dire qu'au lieu que vous soyez en contact avec vos propres fantasmes, qui sont toujours, il faut savoir que les fantasmes sexuels s'apparentent toujours à des relations de dominant et de dominé. Pas qu'on soit toujours le dominant ou toujours le dominé, mais simplement dans le rapport, il y a toujours l'idée, le plus gourmand de la sexualité, c'est d'être la chose de l'autre ou c'est que l'autre soit notre chose. Évidemment que cela n'est pas dépourvu, le cas échéant, d'amour, mais ça fait partie, c'est le moteur essentiel de notre sexualité. Nous cherchons à nous imbriquer l'un dans l'autre, et s'imbriquer l'un dans l'autre, c'est de ne pas être des gens différents, c'est de ne faire plus qu'un parce que l'un possède l'autre. Donc, c'est fondamentalement nos fantasmes. Ils sont après avec des couleurs différentes, mais ce sont nos fantasmes. La pornographie vous empêche en fait de faire le chemin de votre propre scénario. Elle vous donne des scénarios qui créent une excitation, j'allais dire presque même involontaire, comme une sorte comme par exemple, on vous ferait une blague pour vous faire peur. Si vous n'avez pas participé de jouer à vous faire peur, vous avez été surpris et ça a provoqué une réaction corporelle qui fait cette espèce d'adrénaline que crée la peur. Eh bien, là, c'est la même chose. Au lieu de créer, selon votre humeur du jour, créer votre scénario où votre compagne ou compagnon d'aventure sexuelle ne sait pas qu'il est dans votre scénario, dans votre tête, mais vous êtes avec seulement les projets que la pornographie vous a donnés. Et du coup, elle a créé rapidement une capacité d'excitation et il est plus facile de retrouver le scénario de la pornographie plutôt que de fabriquer le vôtre. C'est un peu la même chose que les grands débats sur le livre qui permet tout votre imaginaire parce que vous allez mettre en scène dans votre tête ce que vous lisez quand le film vous l'impose. Et du coup, il vous fait être plus subissant de l'événement que acteur de l'événement. Et donc, le côté dommageable de la pornographie, c'est qu'elle vous fait être, elle ne vous fait pas être acteur, réalisateur, mais elle vous fait être objet de ce que provoque l'excitation générée par la pornographie. Et ceci étant, même si vous savez que ce n'est pas la réalité, il n'empêche qu'on ne peut pas échapper, même quand on le sait, on ne peut pas échapper à la comparaison de cette taille de pénis, de cette quantité de sperme, de ce temps de jouissance, de la force de ses cris, de la lubrification qui semble être un gisement, etc., etc. Tout ça n'est évidemment pas la réalité. Les rapports ne durent pas le temps d'un film pornographique. Moi, je vois par exemple des hommes qui doivent faire des tests pour vérifier que leur sperme est fertile. Et quand on leur demande de faire un don de sperme, on leur donne un bocal, comme on vous donne un bocal pour faire un test d'urine. Et du coup, ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir le remplir. Et quand ils voient qu'il n'y a quasiment rien au fond du bocal, ils se pensent stériles. Mais pas du tout. C'est simplement qu'un éjaculat n'est pas un gisement, n'est pas tout d'un coup une fontaine. C'est factice au même titre que les films d'horreur voient des gisements de sang dans tous les sens, mais c'est factice, c'est du cinéma, c'est de la fiction. Et c'est très difficile de se dire c'est de la fiction. Quand je regarde un film d'horreur, je sais qu'il n'y a personne derrière la porte de chez moi. Pourtant, j'ai peur.
Bien, merci pour cette réponse. Alors, je parcours un petit peu le chat. Alors, une autre question, plus destinée cette fois-ci à la psychanalyse, je pense. Quel rapport faites-vous entre le syndrome d'Oedipe et l'homosexualité? Alors, c'est aussi une très belle question. Alors, ça va être compliqué de vous répondre rapidement pour ne pas trahir mon métier que j'adore et pas vulgariser, en le vulgarisant à l'excès. Mais effectivement, il y a un lien. Donc, la personne qui me pose la question, c'est à peu près, a déjà fait une partie du chemin intellectuel. Donc, je vais essayer de parler à tous les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment dans la vie, dans notre développement psycho-affectif, tout à fait naturel, c'est qu'à un moment donné, nous allons être dans un élan énamouré pour le parent objet. Ce qu'on appelle le parent objet, c'est le parent du sexe opposé à soi. Donc, pour une petite fille, son papa, pour un petit garçon, sa maman. Et dans ce lien particulier à son parent objet, eh bien, l'enfant va imaginer que quand je serai grande, prenons mon exemple, quand je serai grande, eh bien, j'épouserai mon papa, je ferai des bébés avec mon papa parce que mon papa, je l'aime trop fort, etc. Ça, c'est d'ailleurs c'est quelque chose dont on ne se souvient la plupart du temps pas. Mais il suffit d'observer des enfants de 2 ans et demi, 3 ans pour l'entendre au quotidien. Parce qu'ils le disent, ils s'en expriment très fortement, ils sont pleins de amour, pleins de câlins. Ils veulent dormir avec leur papa, leur maman, etc. Ils éliminent maman pour la petite fille, papa pour le petit garçon, de façon plus ou moins officielle, mais en tout cas, ils sont vraiment dans une conquête amoureuse. Et dans la mesure où, pour une raison ou une autre, ce parent, parce qu'il était par exemple parent célibataire, ou parce que c'est un parent qui ne trouve pas, alors imaginons toujours, prenons l'exemple d'une maman qui trouve auprès de son enfant petit garçon, qui donc tout est amoureux, qui trouve un secours, qui trouve quelqu'un qui la comprend, qui trouve son doudou, alors que son mari ne comprend vraiment rien et les relations sont tendues, ou voilà, qui se noue une relation qui est aussi l'intérêt du parent, eh bien l'enfant est à la fois dans son grand désir et il se met à avoir peur, parce que ce n'est pas parce que l'enfant est dans le désir qu'il est dans la capacité à devenir de devenir l'amant de maman ou de devenir l'amante de papa. Donc, par peur, en réalité, de quelque chose qui aurait des allures incestuelles, je dis incestuelle et pas incestueuse. Incestueuse, c'est le passage à l'acte. Incestuelle, c'est l'idée que ça puisse l'être. Eh bien, cette peur fait que l'enfant, pour pouvoir rester près de, je reprends mon exemple de petit garçon, pour pouvoir rester auprès de ma maman sans risquer une attitude qui aurait une allure incestuelle, je vais me dire qu'elle n'est pas face à un garçon, mais elle est face à une fille. Je ne dis pas qu'un homosexuel, c'est une fille, mais je vais du coup me dire que je suis comme elle pour ne pas être en désir et en désir réciproque. Et du coup, je vais avoir tendance à regarder le monde comme elle, c'est-à-dire regarder le monde animé d'hommes autour de moi et être en désir de ces hommes pour ne pas être en désir de ma mère. Et si vous avez vu Guillaume et les garçons à table, le film de Gallienne, eh bien, c'est une pièce de théâtre et un film. C'est une très, très belle illustration de cela. C'est-à-dire un moment où l'enfant a trouvé la compétence à avoir une place privilégiée, mais pour avoir cette place privilégiée, il faut ou être ce que maman attendait de moi, peut-être une fille, ou dans le cas qui m'est posé dans cette question, veiller à ne pas être du point de vue d'un garçon amoureux de maman, puisque ce serait risqué, mais du point de vue d'une acolyte de maman, pour qu'il n'y ait pas de risque. Et du coup, toutes les deux, nous regardons dans la direction masculine.